Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau podcast, le podcast Au Coin. Et aujourd'hui, je suis Gauthier, je présenterai l'émission et avec moi au coin, il y aura Charlotte, bonjour. bonjour Charlotte, ainsi que Jules. magnifique. Dans cette nouvelle émission, nous essaierons d'aborder des thèmes liés à l'actualité des enjeux pédagogiques et notamment de l'enseignement secondaire qui est notre domaine à la fois de recherche et de pratique. Et donc, nous espérons que ce podcast vous plaira. C'est désormais l'heure pour moi d'aller au tableau pour présenter la première thématique de l'émission. Au coin! Aujourd'hui au tableau, pour préparer l'introduction d'un podcast sur les enjeux de l'intelligence artificielle dans l'enseignement secondaire. Quoi de mieux que de demander à ChatGPT, logiciel le plus répandu auprès du grand public, voici en substance sa réponse. Je ne vais pas évidemment vous la lire en entière. Ce que vous devez retenir, c'est que ChatGPT m'a présenté l'intelligence artificielle dans l'enseignement secondaire comme une transformation majeure et a insisté sur la redéfinition qu'elle impose à la fois des pratiques pédagogiques, des apprentissages, de l'évaluation. Avec, nous dit ChatGPT, plusieurs questions fondamentales. Premièrement, l'intégrité académique. Est-ce que les devoirs peuvent toujours être évalués de la même manière, sachant que les élèves ont potentiellement recours à l'IA? Deuxièmement, le rôle pour l'enseignant. À quoi sert exactement un enseignant face à une technologie aussi développée et qui probablement peut regrouper davantage de connaissances qu'il ne le peut lui-même? Troisièmement, la formation des élèves à un usage critique. Il s'avère en effet, malgré des croyances assez répandues, que l'intelligence artificielle n'est pas infaillible. Et enfin, l'impact sur les inégalités scolaires et les compétences réellement acquises. Est-on vraiment tout à fait apte à s'insérer en société quand on sait trouver l'information, mais qu'en définitive, on n'en connaît aucune? Voilà, l'intelligence artificielle est induite dans les grandes missions de l'école, notamment au titre de l'article L121-1 du Code de l'éducation, qui stipule qu'elle concourt, je cite, à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'Internet et des services de communication au public en ligne. L'article 121-7 du même Code de l'éducation mentionne en outre, je cite, « La technologie est une des composantes fondamentales de la culture ». Si elle doit donc figurer dans le parcours de formation des élèves, l'intelligence artificielle constitue-t-elle pour autant une transformation majeure, ainsi que l'affirme ChatGPT? L'école doit-elle embrasser cette innovation technologique ou au contraire rester un bastion face aux changements dont les effets sur le développement des élèves à long terme restent incertains? À l'heure où de nouvelles mesures sont prises pour juguler l'influence des téléphones portables dans l'enceinte des établissements secondaires, avec une interdiction totale dans les collèges depuis avril 2025 et une extension aux lycées en discussion pour la rentrée 2026, la position de l'institution vis-à-vis de l'intelligence artificielle reste pour l'heure relativement souple, mais fait l'objet de nombreux débats. Sur cette question, il est temps d'aller en îlot. Alors sur la première question que soulève ChatGPT, qui est l'intelligence artificielle est-elle une transformation majeure? C'est présenté par notre ami le logiciel américain comme un postulat de départ pour le raisonnement à suivre. Charlotte, adhères-tu à ce postulat? Je dirais moyennement. Déjà, il faut savoir que en master MEF, je suis dans la discipline documentation. Donc c'est vraiment un travail sur lequel les professeurs documentalistes et les futurs professeurs documentalistes sont amenés à travailler. Bravo, au fait. Tout simplement parce que je le rappelle que dans la circulaire de 2017, une des premières missions, qui est la première mission d'ailleurs, c'est que le professeur documentaliste doit amener l'acquisition par tous les élèves d'une éducation aux médias et à l'information. Donc ça amène à forcément se renseigner sur les médias et comment trouver l'information, mais aussi aujourd'hui l'usage de l'IA, tout simplement pour que les élèves puissent exercer un esprit critique. Du coup, ouais, du point de vue du contenu de ce que vous enseignez, effectivement, il y a un changement fondamental en Oui, il y a un documentation. énorme changement dans le sens où je l'ai même vu pendant mon stage. Aujourd'hui, on essaye vraiment d'amener les élèves à comprendre l'information, comment la trouver par eux-mêmes, mais également l'importance des sources, puisque aujourd'hui, forcément, avec l'intelligence artificielle, on peut tout lui demander, il peut nous faire quelque chose. Les élèves ne vont pas forcément vérifier les propos et se dire, comme c'est fait, je m'en suis débarrassée. Et derrière, il y a plein d'enjeux d'esprit critique, notamment en tant que futur citoyen.
Jules, quelque chose à ajouter? On peut notamment remarquer que l'arrivée de ChatGPT a bousculé la véracité du travail des élèves, notamment pour ce qu'on appelle les devoirs maison, que nous avons tous connus ici, les fabuleux devoirs maison, notamment en mathématiques. Nous voyons notamment qu'il y a peu, un professeur de mathématiques a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo où il corrigeait des devoirs maison. Il Ah remarquait, oui, je l'ai vu. il Celle où remarquait il y a des notamment... notes beaucoup plus élevées pour les deux. Oui, C'est tout à ça. fait. Il Ouais. remarquait notamment beaucoup de 18, de 19, de 20, même beaucoup de 20 d'ailleurs, sur les notes de mathématiques, ce qui d'habitude ne sont pas des notes assez courantes. Hein. Je ne pense pas que nous ayons chacun de notre côté dans nos parcours de collège ou de lycée vu beaucoup d'élèves à 18, 19, 20 en maths. Alors, il faut préciser pour les auditeurs que de surcroît, ce podcast est organisé essentiellement par des littéraires et que donc, même en devoir maison, probablement nous n'avions pas ces notes-là. Et dont un dyscalculique dans le tas, hein, il faut préciser. Accessoirement. Et du coup, il a corrigé et puis il s'est dit On respecte j'ai beaucoup de l'inclusion. 18, 19, de 20. Je suis une classe vraiment fantastique en mathématiques. Puis il a recorrigé. Il n'a même pas recorrigé. Il a donné le même devoir, le même sujet, les mêmes questions le lendemain en classe. Et allez-y. Et là, Un enchaînement de 2, 2, 3, même un 0,5 sur 20 il y a eu. Un 4. Je ne sais pas si le 0,5 il a juste mis son prénom, mais en tout cas, il y en a un qui a eu 0,5. petit malaise au moment de la distribution. Mais donc ça revient davantage à ce que j'introduisais au départ sur l'intégrité académique finalement des devoirs par rapport à l'IA. À ce sujet-là, est-ce qu'on peut vraiment encore donner des devoirs maison? C'est ça la question. Il y a beaucoup de professeurs qui ne font plus ça tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de corriger une IA, puisque c'est également du temps de correction, le temps également de donner un sujet, de le préparer. Et beaucoup préfèrent faire aujourd'hui des devoirs sur table, en classe, pour pouvoir justement voir les capacités des élèves, les aider à progresser au mieux et ne pas en fait rester dans la complaisance de l'utilisation de l'IA pour tout et pour rien. C'est là où je pense qu'il y a une méthode qui était arrivée il y a quelques années, qu'on connaissait déjà quand nous étions jeunes, des petits jeunes, hein, au collège et au lycée. C'était la classe inversée. Je pense que la classe inversée a un rôle à jouer maintenant. Oui, parce que du coup, effectivement, ils travaillent à la maison, mais pour des connaissances... Non, justement, ils apprennent à la maison. Oui, c'est ça. Et Mais je veux dire, ils intègrent des connaissances qu'ensuite ils vont devoir réutiliser en classe. c'est Et ça. donc, ils ne peuvent pas demander à l'IA d'intégrer les connaissances Oui, parce pour que eux. logiquement, bon, ils ont les ordinateurs en classe avec les classes numériques, mais logiquement, ils n'ont pas accès facilement à ChatGPT, surtout devant le professeur. Quoi. Ouais, Je suis tout à pas fait. d'accord avec vous. Attention. Tout simplement puisque l'année dernière, en 3e année de licence, j'ai fait de la classe inversée. Et forcément, on avait des questions, on préparait ça chez nous. Mais qu'est-ce qui empêche en fait l'élève d'utiliser l'IA pour faire un travail et le présenter à la classe derrière? Après, le principe, c'est surtout au niveau des connaissances. En fait. C'est-à-dire que tu arrives avec des connaissances que tu as apprises à la maison et ces connaissances, tu les utilises dans le cadre d'une activité en classe. Le principe, c'est que le travail, les devoirs et les exercices, tu ne les fais pas à la maison, tu les fais juste Et en voilà. présentiel. Sinon, c'est plutôt un devoir maison. La seule chose Classique. que ChatGPT peut te faire, c'est à la limite te faire des fiches ou te résumer les informations que tu vois. Bon, ça, après, c'est pas la partie la plus dérangeante de l'utilisation de ChatGPT, mais ça reste quand même une partie importante. Mais la partie primordiale qui peine quand même avec ChatGPT, c'est le fait qu'il fasse les devoirs et les exercices à votre place. Je fais une petite recherche là pendant que Jules nous racontait l'actualité des réseaux sociaux. Un article du Café pédagogique du 10 février 2025 qui estime que 80% des lycéens utilisent l'IA pour leur travail scolaire. Voilà. Donc, effectivement, c'est une proportion qui remet en cause fondamentalement la pertinence des devoirs maison, sachant que ça introduit également une rupture d'égalité vis-à-vis de ceux qui, de manière plus vertueuse ou de manière moins maligne, ça dépend du point de vue, n'utilisent pas l'IA. C'est-à-dire que potentiellement, eux, ils font leur recherche de leur côté et ne se limitent qu'à leurs propres compétences, vont avoir des moins bonnes notes, alors qu'ils ont fourni un travail davantage personnel et rigoureux. Tu vois, tu donnes ce chiffre de 80%. Honnêtement, je pense que ça va continuer à augmenter avec les années. Ah bah, d'autant que si les 20% se rendent compte que l'usage de l'IA n'est pas sanctionné dans le cadre des devoirs maison, ils vont finir par l'utiliser Je eux-mêmes. pense qu'au minimum, tous les lycéens ont utilisé au moins une fois ChatGPT. Je pense que ça n'existe plus forcément. Ça introduit une question d'ailleurs, qui n'était pas évidente au départ, mais maintenant je pense qu'il s'agit de la poser. Avez-vous utilisé l'IA? Dans notre scolarité, Oui. Moi, je suis ChatGPT, c'est arrivé, ça s'est démocratisé en 2022. 2022, j'étais déjà en licence. Donc oui, j'ai utilisé rien que pour de la reformulation, de la correction orthographique, pour de la synthétisation de Donc oui, c'est cours. ça, mais du coup, dans le cadre de tes études, tu l'as utilisé. Ah oui, je l'ai utilisé. Mais après, j'ai pas. Notre avis va être biaisé parce qu'aucun de nous, peut-être, à part Charlotte, peut-être, mais aucun de nous n'était encore en lycée ou dans un cadre scolaire, purement scolaire.
Est-ce qu'on peut arrêter de me rappeler mon âge, s'il vous plaît? Charlotte, déjà utilisé l'IA? Alors, quand c'est arrivé, moi j'étais en terminale. J'avoue que j'étais pas pour. Donc, je l'ai quasiment pas utilisé. Charlotte, le bastion Non, mais tout, face à la technologie. tout La simplement puisque, résistance. puisque forcément, comme j'avais. Elle a pris le maquis et un stylo. Mais non, mais comme j'avais le bac, ça me paraissait essentiel de l'avoir avec mes propres connaissances, puisque forcément, le jour de l'épreuve, j'allais pas avoir ChatGPT à côté de moi qui allait me dire voilà ce que tu mets, etc. Mais Ça a du sens. Quoique dans une trousse, on cache beaucoup de choses, tu sais. C'est pas faux. Mais je sais que je l'ai déjà utilisé dans mes années de licence et puis même de master. Mais je vois l'IA comme un outil collaboratif. Dans le sens où c'est pas à lui de faire mon travail, c'est à moi de le faire. Mais ChatGPT ou une autre IA peut être là comme un accompagnateur. Dans le sens où, par exemple, si on a du mal à formuler ses idées, c'est très pratique d'avoir recours à l'IA pour vous aider dans la formulation. Mais derrière, reprendre et s'approprier ce qui est dit. Pour justement savoir de quoi on parle et avoir un travail aussi dont on est fier. Donc reprendre, s'approprier et finalement ne pas être strictement dépendant de l'IA. Et ça m'amène à la question de la formation à un usage critique. Je vais peut-être débuter ça avec une anecdote. En licence d'histoire, j'ai utilisé à une reprise l'intelligence artificielle. J'avais fait un exposé sur la religion isiaque dans l'Empire romain à partir de son émergence au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et après cet exposé, où il y avait des parties du sujet que je n'étais pas parvenu à cerner ni à traiter, j'avais demandé à ChatGPT ce que j'aurais pu dire. Et il se trouve que ça n'était pas bien fameux puisque c'était davantage un travail de recherche qu'une somme de connaissances déjà établie et publiée partout sur Internet. Par ailleurs, je l'ai réutilisé récemment dans le cadre de mon mémoire et j'ai demandé à ChatGPT des idées d'ouvrages en lien avec mathématiques. Il y en a 3 dont le titre a retenu mon attention et en vérifiant où est-ce que je pourrais trouver ces ouvrages, j'ai découvert qu'ils n'existaient pas. Donc, pertinence de l'utilisation de l'intelligence artificielle, formation à un usage critique par les élèves. Charlotte? Alors, je voudrais déjà rebondir sur ce que tu as dit pour ton travail sur le mémoire. Il existe une IA qui te donne des sources. C'est une de mes professeurs en licence qui m'en a parlé. Ça s'appelle Perplexity. Je suis un boomer, j'ai jamais entendu parler. Et bien, écoute, ça te donne des ressources, que ce soit des articles, des vidéos, ce genre de choses. Et tu as tous les liens à chaque fois pour cliquer, pour aller voir. C'est un peu plus fiable. Et le fait que l'IA t'invente des sources, ça ramène également à la problématique de donner ces sources aux élèves, notamment qui sont au collège, parce que j'en ai vu beaucoup qui sont en 3e, donc qui vont passer le brevet à la fin de l'année, qui ne savent pas citer leurs sources, et ça fait peur quand on voit que la citation de source, c'est Internet. En tant qu'historien, quand tu parles de citer les sources, j'ai des papillons dans le oh, ventre. la source c'est Google, la source c'est Google Chrome. Ah, mais on- Ça me fait penser aux exposés, bibliographie, Wikipédia. Bah, tu sais que, en fait, aujourd'hui, tant qu'ils citent correctement en donnant le nom de l'ouvrage, le titre, tout ça, c'est bon. Sauf qu'il y en a, ils mettent par exemple genre juste l'URL ou juste le moteur et ils savent pas faire. Et quand tu vois les générations d'après, tu te dis où est-ce qu'on va, où Mais va l'information. Même C'est- en formation, nous, on insistait beaucoup sur le fait que dans les PowerPoints qu'on présentait aux élèves, il fallait toujours indiquer les sources de chaque document utilisé de manière scrupuleuse pour leur donner cette habitude eux-mêmes. Après, est-ce que vraiment ça marche? Ça, c'est une autre affaire. Non mais Gauthier rigolait par rapport à juste marquer Wikipédia. Mais vu le nombre d'élèves qui se trompent en mettant les sources, qui parlent de Google, du navigateur web, ils savent même pas ce que c'est un navigateur web des fois. Déjà même quand il y a Wikipédia, mais c'est impressionnant quand tu vois le nombre d'élèves déjà qui mettent pas ça. Déjà quand tu en vois un qui dit j'ai mis Wikipédia ou j'ai mis le nom d'un site sans mettre l'URL précise, je te dis mais incroyable. Ah, c'est la fête. j'ai mis la source. Voilà, bon, c'est très souvent Wikipédia. Parce que bon, Wikipédia aurait le site qui revient le plus en avant dans les recherches. C'est normal, peut-être plus regardé. Mais les sources, savoir sourcer ces informations, c'est important. Ouais, mais finalement, ChatGPT risque presque de rendre Wikipédia obsolète en fait. Du point de vue des élèves, c'est beaucoup plus facile de demander à ChatGPT et d'avoir une réponse sommaire plutôt que d'arriver sur une page Wikipédia parce que longue. Sur Wikipédia, tu as encore la chose à l'ancienne. Tu dois entrer sur la page, chercher l'information C'est toi-même, défiler la molette. Alors que ChatGPT, c'est 3 secondes, il te sort tout. Le souci étant que, contrairement à Wikipédia, ChatGPT n'indique pas nécessairement ses sources. Tu peux lui demander de citer ses sources. Voilà. Normalement, il va, Ah oui, il mais va il te faut les avoir citer, ce réflexe, quoi. Mais après, le problème, c'est que ChatGPT est quand même en grande progression. Je me souviens de 2022 où c'était une catastrophe. Vous aviez accès qu'aux informations publiées jusqu'à 2021. Vous n'avez pas accès au-delà. Maintenant, vous avez accès à tout ce qu'il y a actuellement. Par exemple, vous pouvez demander, je ne sais pas, la bande-annonce du dernier Spider-Man est sortie hier. Il va vous la sortir parce que il sait que c'est sorti, vu qu'il est connecté maintenant avec l'actualité réelle. Il y a d'autres IA qui font leur émergence. Vous avez Claude, une IA française. Je n'en connais pas plus, mais qui fait
beaucoup parlé d'elle en ce moment. Beaucoup de gens quittent ChatGPT pour aller sur Claude à surveiller cette IA. A priori, elle serait beaucoup plus fiable dans ses sources et dans ce qu'elle permet d'emmagasiner comme information aux élèves et aux... Déjà, j'avais vu passer une information comme quoi Gemini était considéré comme un petit peu plus pertinent sur un certain nombre de questions que ChatGPT. Alors Gemini est surtout côté maintenant pour la génération d'images et de vidéos, mais l'IA est en train de prendre un sacré coup. Vous avez Disney qui avait signé un accord avec Gemini, je crois d'ailleurs. L'accord est tombé à l'eau parce que ça fonctionne pas. Il n'y a aucun revenu à en tirer. En Dommage. fait, le souci derrière tout ça, c'est que ceux qui ont construit les IA sont là pour faire du profit. Dans un monde où on vit actuellement, c'est ce qui compte le plus. Et derrière, ce qui manque, c'est la formation des élèves. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations auprès des enseignants, mais aussi auprès des élèves qui sont faites, tout simplement pour alerter sur l'IA, son utilisation, comment ne pas en être, on va dire, entre guillemets, esclave. Il y a aussi toute une partie qui concerne les données personnelles. C'est-à-dire que l'IA va collecter vos données. Si on prend ChatGPT qui est le plus répandu, dès que vous lui donnez quelque chose, même que vous avez fait vous-même, si c'est, imaginons, un texte pour un exposé, si vous lui donnez votre nom, votre adresse, ce genre de choses, à ne pas faire d'ailleurs, en fait, il va collecter toutes ces données. Et aujourd'hui, on est aussi très regardant dessus. Vous avez la CNIL, qui a un site où tout est très bien répertorié sur la protection des données personnelles, sur ce qui est possible de faire. Et également avec ça, on a eu l'émergence du RGPD, qui est là du coup pour protéger vos données et rester dans la plupart des cas... En tout cas, pour encadrer leur utilisation. Oui, voilà, exactement, merci. Mais oui, et là, on en revient finalement aux enjeux citoyens, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'exercer souverainement, pleinement sa mission de citoyen en parallèle des lecteurs en utilisant régulièrement des intelligences artificielles dont on ne sait pas par qui elles sont codées, comment elles le sont. Et là-dessus, l'école a un rôle à jouer, mais dans le cadre de l'éducation citoyenne. De toute façon, même dans la société au plus profond, l'IA prend une place. Maintenant, ça va être difficile, même impossible de faire marche arrière. Il va falloir apprendre à vivre avec. Elle va être partout. Elle va être partout, que ce soit dans l'art, dans le cinéma, dans la ville, dans la société, même dans la publicité, dans le doublage maintenant. Vous l'avez partout, l'IA. Et plus profondément, vous l'aurez dans le niveau scolaire. De toute façon, ça me rappelle d'une certaine manière, à un degré largement moindre, mais quand j'étais au collège, je me souviens de 2012 à peu près, c'était l'arrivée de Google Traduction. Wikipédia continue à prendre de la place. Je me souviens que les professeurs étaient en panique. Ouh là là, Google Traduction, ils vont jamais apprendre l'anglais, tout va très mal se passer. Au final, je pense qu'il y en a qui sont pas très bons en anglais, mais au final, Google Traduction a pu aider certaines personnes. Même si là, l'IA, c'est quand même très différent. C'est de la réponse instantanée. Il y a beaucoup d'autres choses. Google Traduction parlait juste d'une intelligence artificielle. C'était quand même une intelligence artificielle, quand même aussi à l'époque. Rappelez, c'était les prémices. Google Traduction permettait de traduire quasiment en instantané une petite phrase ou un petit texte d'une langue, n'importe laquelle d'ailleurs. Et du coup, l'arrivée de ces IA, ça rappelle ce qui s'est passé un peu à l'époque. Mais bon, c'était, comme je rappelle encore une fois, à un degré largement moins. Et finalement, alors il n'y avait pas tous les enjeux citoyens autour de la recherche des informations, mais finalement Google Traduction, a priori, ça n'a pas abouti à une perte totale des capacités linguistiques des élèves. Donc non, je pense là-dessus, on pourrait plutôt être assez technophile. Il y a peut-être certains qui ont peut-être trop abusé, du coup, qui ont jamais trop appris l'anglais. Mais après, bon, dire personne n'est maître en anglais, personne n'est maître en espagnol. Vous avez des difficultés dans certaines langues. Il y a personne. On n'est pas tous bilingues non plus, sinon on le saurait d'ailleurs. Et par rapport à la formation à l'usage critique, ça nous amène à une autre question qui était posée toujours par ChatGPT d'ailleurs dans cette introduction que je lui ai demandé, qui est le rôle de l'enseignant. Est-ce que la fonction même de l'enseignant n'est pas ringardisée par la technologie? L'enseignant est-il toujours nécessaire face à une classe? Alors, moi, je dirais que oui. Déjà parce que forcément, en tant qu'être humain, même si on est enseignant, on se réfère au programme EduScol, à l'éducation nationale. Et ça me paraît pertinent et très intéressant d'avoir en fait en face de soi, quand on est élève, un professeur, un être humain qui vous explique ce que vous devez savoir et qui est en fait, c'est un peu comme, on va dire, un ping-pong d'échange sur les apprentissages. Et c'est aussi, je trouve, de meilleure qualité d'avoir les retours d'un professeur qui voit où sont vos difficultés, qui peuvent vous aider à vous améliorer, qui s'adapte également. Alors, oui, l'IA peut le faire, mais l'IA sera moins précise. Tout simplement parce que le professeur, avant d'être là où il a aussi été élève. Donc, il connaît aussi certaines difficultés qu'il a peut-être eues par le passé que ses futurs élèves peuvent avoir. Et pour moi, le métier de professeur ne sera jamais remplacé parce qu'on a toujours besoin de professeurs et on le voit un peu avec l'éducation nationale en ce moment. Tu ne crois pas aux professeurs virtuels? Non, tout simplement parce que derrière, forcément, si on demande à l'IA de nous faire des cours, ce genre de choses, elle va s'appuyer sur des contenus qui ont été générés par des enseignants.
donc qui ont créé ça de leurs propres idées, de leurs propres mains. Donc derrière, c'est une appropriation par l'IA de ce qui a été fait par des enseignants. Et de l'autre, on voit aujourd'hui l'apprentissage, c'est important, autant pour les élèves, pour qu'ils soient futurs citoyens que pour leur vie de tous les jours. Donc on a toujours besoin des professeurs. Cependant, les professeurs reçoivent des formations sur l'IA et peuvent à leur tour en parler à leurs élèves pour les sensibiliser sur le sujet. Ouais, Mais- donc certitude pour la société vis-à-vis des contenus qui sont dispensés, compétences pédagogiques que n'a pas encore l'IA, mais l'aura-t-il un jour? Et puis effectivement, rapport humain, bon ça a priori c'est irremplaçable. Mais en fait, le souci, c'est qu'on a besoin que les futures générations aient un esprit critique qui soit présent. Avec Jules, on le voit en tant que professeur documentaliste, enfin futur professeur On pourrait documentaliste. imaginer que l'IA C'est important. enseigne l'esprit critique vis-à-vis de l'IA aux élèves. Alors, ça marche pas comme ça, puisque derrière, en fait, il faut se poser toute une série de questions sur, par exemple, la fiabilité de l'information. Est-ce que la personne qui en parle est légitime? Il y a toutes ces questions-là. Et pour moi, c'est toujours mieux d'avoir en face de soi quelqu'un qui connaît le sujet, qui le maîtrise et qui est formé à ça, qu'une IA qui va potentiellement trouver des choses à droite à gauche et pas vous donner de sources fiables. Mais après, on ne sait pas. Comme disait Charlotte, c'est vraiment important l'aspect humain, mais on ne sait pas si dans quelques années, l'IA, on sait qu'il y a quelque chose qui fait vraiment, qui nous parle vraiment depuis des années, qu'on essaie de nous mettre en avant, que ça va arriver, c'est les hologrammes. On ne sait jamais, peut-être que l'IA et les hologrammes ont fusionné. On va peut-être avoir des professeurs Voilà. en hologramme ressuscités. Voilà, pour que Mélenchon puisse faire campagne en hologramme, y compris après sa mort. Mélenchon pourra vous donner des cours de mathématiques en hologramme. Voilà, ce sera quelque chose de fantastique. Mais en tout cas, non, je pense que l'aspect humain est important. Les professeurs ne sont jamais remplacés. Après, c'est sûr et certain, je pense qu'il y aura professeurs dits numériques, ça va arriver. On va pas vous mentir, même si on n'a pas forcément envie, je pense, mais faut voir la façon dont ce sera fait. Le monde sera forcément très différent d'ici 10-20 ans. Mais ça va arriver. Il ne faut pas se mentir, ça va arriver. Le numérique va prendre de la place. L'IA va prendre encore plus de place. À mon sens, Internet était un changement plus fondamental encore que l'IA, et pour autant, on n'a pas eu de cours d'Internet à l'école. Ça a Après, été intégré il y a- au sein de l'éducation EMI. Qu'est-ce que, Oui, c'est ça, Éducation aux médias et à l'éducation. l'information. médias. Oui, c'est ça, voilà. Mais il n'y a pas eu de cours spécifiques qui ont une place, enfin, je veux dire, si, du coup, des Puis cours on a- spécifiques, mais qui n'ont pas une place importante dans le volume horaire au niveau hebdomadaire, quoi. Tu en avais un peu, je pense, de mémoire dans les cours de technologie au collège. Surtout fait de la soudure. Alors, Oui, bon, par oui. rapport à ça, deux choses. Déjà, il faut savoir que l'EMI, c'est une mission qui est propre aux professeurs documentalistes, mais tous les professeurs de chaque discipline peuvent enseigner l'EMI en lien avec leur programme. Et deuxième chose, j'avais fait des recherches et j'ai appris que la technologie en 6e a été supprimée pour gagner des heures en maths et en français. Il n'y a Alors- plus de technologie en 6e. Non, Les enseignements fondamentaux, Charlotte. mais tu vois... Lire, écrire, compter. Alors que Non, mais tu vois pourtant, que- c'est une épreuve du baccalauréat, il me semble. Dans le grand Alors- il y a un oral. Hein. Bon, après, en 6e, ils ont le temps pour préparer le baccalauréat. Oui, mais Enfin, c'est mieux de en fait, commencer dès la Y c'est-à-dire 6e. que- arriveront-ils? Les heures de technologie commencent à partir de la 5e et à cause de ça, on voit une perte totale en fait de l'appropriation du numérique par les élèves. Lors de mon stage, oui, au CDI, il y a toujours des PC fixes et c'est un peu obsolète. Mais j'ai déjà eu un élève qui m'a demandé, Madame, comment on allume un ordinateur? Madame, je trouve pas EasyDoc, alors qu'il y avait un raccourci sur le bureau. Et j'ai dû expliquer à un élève que le bureau, c'était l'écran C'est la d'accueil. table sur laquelle tu poses l'ordinateur. Non, mais- À la limite, EasyDoc, je peux comprendre, c'est pas quelque chose qu'ils utilisent tous les jours. Par contre, allumer un ordinateur. Mais surtout que des fois, en fait, Sauf Ils si sont- les ils sont parents pas- ont ils sont une pas loin de politique pas se tromper. stricte En au fait, niveau numérique. je pense qu'ils sont très habitués aux ordinateurs portables. Tu sais, tu appuies sur un bouton, hop, ça s'allume. Oui, il y a Là, la ça tour, et- ils sont pas habitués. Il faut allumer la tour, Allumer allumer l'écran. Bah oui. Maintenant, on a beaucoup Qu'est-ce que c'est que d'ordinateurs ces qui deux font les choses deux qui à ne la sont fois. pas connectées? Mais il y a ça, et je sais pas si vous c'était le cas, mais moi pendant mon stage, j'étais dans le même établissement. Tous les élèves à partir de la 5e ont une tablette. Donc oui, d'accord, c'est bien pour alléger le sac, avoir une ressource numérique, mais derrière, ils ne savent pas non plus utiliser un document de texte sur un PC. C'est vrai qu'on est quand même face à une génération numérique et qui a grandi, qui est née, qui a grandi à l'intérieur de ce monde numérique, mais pour laquelle son fonctionnement relève de la magie. Bah, en fait, on nous a dit ils seront très forts numériquement, très forts sur les ordinateurs et tout. En fait, les ordinateurs, ils s'en servent pas tant que ça, à moins qu'il y ait des élèves qui soient gamers, qui soient fans d'informatique. Ça, il n'y a pas de souci, ils y connaîtront. J'en ai eu plein des élèves en 6e, en 5e qui sont très calés en informatique. Les ordinateurs, tac, tac, savent comment ça fonctionne. En fait, on est dans une phase du numérique où les enfants, ils ne connaissent que la tablette et le téléphone. Là, par contre, Ouais, c'est ça. ils sont très, très forts. Ça, Alors que nous, qui avons fréquenté Windows Vista, on non, mais a eu d'autres expériences Ce du qui n'aide numérique. pas encore, c'est que je suis en stage. J'ai une salle informatique pour les élèves. Les ordinateurs, ils ont 15 ans, 20 ans, ils sont encore sur Windows 7. Oui, mais Google tourne, c'est le principal, mais pas YouTube. Avec Windows 7, l'ordinateur, tu l'allumes. Je pense que
j'ai compté, tu en as au moins pour minimum 5 minutes avant de pouvoir accéder à ta session. Déjà, sur les 55 minutes de cours, perdre 5 minutes, ça me fait mal. Ah ben quand un élève Plus vient les 5 minutes d'entrée. vient juste dans le CDI pour dire je veux imprimer des images et il se retrouve à passer 10 minutes à attendre que l'ordinateur s'allume. Veuillez patienter. Non, en fait- Revenez cet après-midi. Les générations avancent, ils ont grandi dans un environnement numérique simplifié. Il faut qu'on s'adapte aussi, c'est important. Alors moi j'ai une question, qu'est-ce que tu entends par génération d'avant et génération de maintenant? Maintenant, c'est clair, nous on est né à une époque, Gauthier est né en 2002, je suis né en 2001, tu es né en 2004. On est né dans une époque, voilà, le coup de vieux, hop. Voilà. Mais on est dans une époque où c'était le balbutiement d'Internet. Ça existait déjà depuis quelques temps, mais on n'avait pas les smartphones. On est né à une époque. Ouais, exactement. On est né avant l'iPhone. Souvenez-vous, on est né, nos parents avaient encore des téléphones à touche. Ouais, aussi, où le truc là, où J'en ai eu l'écran aussi. se- Il y a, se il y a- relevait il y a un pour fan de regarder. BlackBerry qui présente cette émission, je vous le Vous dis. jouiez à la DS. Vous jouez pas à la Switch, vous jouez à la DS. L'écran n'était pas tactile à Mais l'époque. derrière, Ah, en si, fait- l'écran du dessous était Non, mais tactile. moi je suis même né, c'était la Game Boy encore. Mais derrière, Oh là. à cause de tout Ok, ça, papy. c'est juste qu'il y a une prévention qui n'est pas faite auprès des jeunes, mais aussi auprès des parents. Mais en fait, ils évoluent. Les parents, de toute façon, on les voit bien. Moi, je passe dans les supermarchés, je vois des fois un enfant de 2 ans, il tient le téléphone qui est aussi grand que lui dans la main. Ouais, il y a un laisser-aller. Après, pas fait de stage en enseignement primaire, alors je sais pas Mais où ça, ils en vous sont. savez pourquoi en fait les parents mettent des écrans à leurs enfants de Ah, 2 ça ans. les occupe. Oui, tout simplement, en ça fait, calme l'enfant. quoi. c'est- Il ne crie plus. C'est pour pas être dérangé. Et derrière, il y a une question qui se soulève, c'est le bien-être de l'enfant. Enfin, il y a plein d'études sur. Mais je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet. Non, mais c'est Mais- intéressant. Mais du coup, effectivement, le rôle de l'enseignant reste central, mais il faut prendre en compte les spécificités de cette génération-là, en fait. En fait, il faut prendre en compte les avancées et puis il faut vivre avec. Il n'y a pas trop le choix. De toute façon, il faut Euh, savoir, Bah après, il faut savoir il faut- se c'est ce que renouveler je et disais avancer. en introduction, tu vois, le téléphone portable, on vit avec, mais l'école a le choix de l'interdire ou pas. On peut considérer que l'usage de l'IA n'est pas souhaitable à l'école et que donc on le prohibe. Presque d'une certaine manière, l'interdire, c'est pas acter le fait qu'on peut pas lutter contre. Philosophie. Mais oui, enfin, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Par ailleurs, si on le prohibe totalement, ça signifie qu'on renonce à former les élèves à un usage critique. Voilà, c'est Donc qu'on ça paraît renonce, pas approprié qu'on non plus. acte qu'on est défaitiste par rapport au téléphone. quoi. C'est ça. Et j'avais une dernière question par rapport aux méthodes pour l'éducation aux usages, en documentation notamment. Comment est-ce qu'on s'y prend? Qu'est-ce qui marche? Est-ce que vous avez expérimenté des choses durant vos stages? Est-ce que vous avez vu des choses être expérimentées pour donner aux élèves les clés de lecture et les enjeux par rapport à l'intelligence artificielle? Alors moi, j'ai fait beaucoup de séances, notamment avec les 4e, sur l'information et les sources, pour leur expliquer la base, tout simplement. Comment est-ce qu'on trouve une information, les types d'informations qui existent, se renseigner sur la source, comprendre les différents types de sources qui existent, est-ce que la personne qui en parle est légitime, est-ce qu'elle est reconnue, comment on cite une source, en insistant bien sur le fait que ces deux notions-là sont importantes autant pour eux quand ils passeront le brevet que pour le bac ou pour leur vie future, tout simplement. Puisque Là-dessus, d'ailleurs, la documentation et l'histoire, finalement, c'est assez complémentaire, puisque en histoire, la démarche de base et ce qui est au cœur du programme de 6e, c'est identifier la nature du document, comprendre s'il s'agit de la réalité historique ou s'il s'agit d'un mythe, croyance fondatrice, tout ça. Oui, bah, tu vois, par rapport à ça, oui, la documentation rejoint beaucoup l'histoire-géographie. Mais tu vois aussi que derrière, si c'est dans les programmes, c'est qu'il y a un manque qui est présent auprès des élèves et qu'il faut vraiment pallier à ça et les éduquer à ça. Mais après, je sais que sur l'IA, il y a on va dire des séquences qui sont dessus. Après, ça vient aussi à partir d'un certain âge. Je sais qu'au lycée, ils sont un peu plus sensibilisés dessus puisque forcément, ils sont un peu plus aptes à comprendre, on va dire, et ils sont en plein dedans. Au collège, je n'ai pas vu de réelle prévention sur l'IA, mais je sais que derrière, là où j'étais, c'était un collège. Le travail est fortement fait. Tous les élèves ont que des cours. Et l'important pour eux, c'est avoir des bonnes notes. Je ne sais pas s'ils ont tous recours à l'IA ou non. La prévention, j'avais lu dans des textes officiels qu'elle doit se faire en fait dès l'école élémentaire. Quasiment depuis C'est le important CM2. que tu fais un parallèle d'ailleurs aux notes, j'y pense, mais est-ce que du coup l'utilisation de l'IA va pas être amplifiée en plus parce qu'avec la course aux notes, déjà que c'était quelque chose que les élèves d'avant vivaient peut-être très mal, de penser plus à la note qu'à la connaissance qu'ils emmagasinent. Est-ce que là, l'arrivée de l'IA, ça va pas être encore plus, il faut que je maximise, il faut que j'ai une bonne note. De toute façon, il y a que la note qui compte. Est-ce que ça va pas remettre aussi en cause le système de notation? Je pense que oui, il y a un souci là-dessus déjà, puisque forcément tous les élèves, puis on est passé par là aussi, on est en train de dire il faut qu'on ait des bonnes notes pour aller au lycée, pour Parcoursup, tout ça. Et derrière, le souci, c'est que ça revient en fait sur donner des devoirs à la maison ou non.
Il y a tout, on va dire, un écosystème qui se fait dessus par rapport aux notes. Et derrière aussi, on peut voir qu'il y a des... Enfin, aujourd'hui, l'éducation nationale cherche aussi des moyens et des méthodes pour évaluer les élèves. Je sais que quand moi j'étais en troisième, il y a eu une passerelle entre avoir des notes sur 20 et avoir des compétences sous forme de couleurs. Rouge, orange, jaune, vert et vert Maintenant, foncé. les compétences au cœur des enseignements, surtout au collège d'ailleurs. Et ça revient beaucoup, hein, les couleurs, les compétences. On fait, évite au maximum, beaucoup de professeurs évitent au maximum de donner des notes. En fait, on essaye d'éviter de donner des notes pour placer des élèves. Le souci, c'est que les élèves... J'en ai donné. Non, mais le souci derrière, c'est que les élèves vont constamment regarder les notes des autres et se comparer en disant, bah, peut-être que même pour les compétences, bah, tiens, lui, il a eu vert plus, mais moi, j'ai eu que vert. Pourquoi ? Et en fait, c'est cette comparaison-là dans laquelle les élèves doivent se défaire. Et qui n'aide pas à se prémunir de l'IA finalement. Enfin, Oui. la question, ça va encore plus. Hein. c'est celle de la compétence, quelle que soit la couleur ou la note. Bon, après, souvent, de fait, une note traduit plus ou moins l'acquisition d'une compétence. Enfin. Et ben écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour concernant l'intelligence artificielle. Je vous propose rapidement à amorcer la dernière séquence, la disputatio, et puis ensuite on conclura l'émission. Et donc, comme pour chaque disputatio, je vais m'appuyer sur un extrait de l'encyclique Divini Ilius Magistri sur l'éducation chrétienne de la jeunesse, signée par Pie XI le 31 décembre 1929. Cette encyclique nous dit « La vigilance, à notre époque, doit être d'autant plus étendue et plus active que les occasions de naufrage moral ou religieux se sont accrues pour la jeunesse sans expérience. Ces moyens merveilleux de diffusion, qui peuvent, dirigés par de saints principes, être de la plus grande utilité pour l'instruction et l'éducation, ne sont que trop souvent subordonnés à l'excitation des passions mauvaises et à l'insatiable avidité du gain. Saint Augustin gémissait déjà de la passion qui entraînait les chrétiens de son temps au spectacle du cirque. » Alors évidemment, en 1929, il ne nous parle pas de l'intelligence artificielle. Quand il nous parle de moyens merveilleux de diffusion, c'est essentiellement les journaux de masse et puis la radio. Mais il y avait quand même cette idée qu'on a repris parle de la jeunesse sans expérience. Ça rejoint ce qu'on a dit finalement sur l'éducation à l'utilisation de l'intelligence artificielle et au recul critique nécessaire. Et effectivement, la presse, ça rejoint la mission citoyenne de l'intelligence artificielle. Quand on nous dit les passions mauvaises, oui, effectivement, ça dépend qui est derrière l'IA, qui la code, quelles sont ses intentions. Je ne sais pas si l'un de vous, ça n'est pas mon cas, a déjà utilisé l'intelligence artificielle Grok, qui est poussée par Monsieur Musk. Pas du tout. Je l'ai beaucoup utilisé, je l'utilise encore, hein, ça m'arrive. Ah bon, et est-ce que tu y as constaté des passions mauvaises animées par l'IA ? Pour être un utilisateur assidu dans la manière de suivre l'actualité, c'est ma manière de suivre l'actualité de façon rapide et instantanée, en me privant évidemment des notifications pour avoir ma propre recherche des actualités sur ce réseau social. Depuis que c'est passé avec Grok, avec X, c'est ça, oui, depuis Elon Musk, on voit beaucoup d'incivilités, d'insultes. Bon, on veut nous faire croire aussi que c'est surtout depuis qu'il y avait Musk. Je vous rassure, il y avait déjà ça avant. Hein. Ça n'a pas forcément changé. Hein. Il y avait déjà de l'insulte, du mépris des autres. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Mais il y a eu une tendance qui s'est dégagée il n'y a pas si longtemps. Depuis que Grok est arrivé, je pense qu'Elon Musk, qui avait traité ChatGPT de woke il n'y a pas si longtemps, a oublié de mettre trop de restrictions sur son IA Grok. Et du coup, on voyait plein de gens prendre des photos, je ne sais pas, de personnes et dire « Oh Grok, est-ce que tu peux me déshabiller cette personne ?» Ouais, voilà. Et là, effectivement, on a l'usage d'un moyen merveilleux de diffusion, comme nous dit l'encyclique, mais pour un usage qui est contre la morale chrétienne et même la morale citoyenne, civique en général. Par rapport à ça, ce que je me disais aussi, c'est quand l'encyclique nous parle de naufrage moral ou religieux, contrairement aux connaissances, la morale, la foi, ce ne sont pas des choses que l'intelligence artificielle peut nous enseigner. Alors, ce ne sont pas des choses qu'elle maîtrise spontanément. Donc je pense que c'est là aussi le rôle de l'éducation chrétienne et de l'enseignement catholique, c'est aussi de transmettre des valeurs que les élèves ne retrouveront pas avec les moyens modernes de communication et l'intelligence artificielle en particulier. Mais je ne sais pas si vous avez un sentiment à donner là-dessus. Non, pour moi, t'as tout bien expliqué. Non, t'as tout résumé de façon concise et claire. C'est magnifique. Attendez, c'est l'heure de servir ce bouton. Sur ces belles paroles, je vous propose de conclure cette émission au coin. Nous allons pouvoir sortir du coin, puis nous nous retrouverons la prochaine fois pour un prochain épisode dont nous vous révélerons le sujet à ce moment-là. Au coin.